Oral questions, questions orales. L'honorable député de Grande Prairie. Monsieur le Président, si je vous disais que le gouvernement a un plan d'augmenter le coût des véhicules de 20 000 et d'éliminer 40 000 emplois avec de bons salaires, c'est exactement ce que les libéraux font avec l'obligation d'éliminer les voitures à essence qui entrera en vigueur dès l'année prochaine. Les travailleurs de partout au Canada, surtout dans les communautés rurales, ne peuvent pas se permettre cette dangereuse expérience libérale. C'est simple, les Canadiens n'en veulent pas. Les libéraux vont-ils voter ce soir pour mettre fin à leur moratoire sur les voitures à essence? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, laissons les conservateurs faire pour s'en prendre à une industrie qui est touchée par les droits de douane américains. Nous sommes solidaires des travailleurs de l'automobile. Nous investissons dans ce secteur et nous allons nous assurer d'avoir de bons emplois dans ce secteur. Le député de Grande Prairie. C'est ridicule parce qu'un rapport publié aujourd'hui prévoit 50 000 pertes d'emplois dans le secteur de l'automobile à cause de l'incertitude, mais plutôt que d'offrir de la certitude pour le secteur, les libéraux en rajoutent avec cette obligation de véhicules électriques. Ford, GM demandent au gouvernement de mettre fin à cette folie. L'industrie prévoit que ce moratoire sur les voitures à essence causera la perte de 40 000 emplois bien payés. Cette combinaison de cette incapacité des libéraux d'obtenir une entente et d'imposer le choix des véhicules électriques détruira le secteur automobile. Le ministre des Finances. Nous n'allons pas tirer de leçons des conservateurs. Nous n'allons pas tirer de leçons de ceux de l'autre côté. Sous notre gouvernement, nous avons vu des investissements records. Bloomberg met le Canada au premier rang pour la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques. Nous devrions célébrer cela. Nous allons nous battre pour l'industrie, les travailleurs et pour avoir un Canada fort. La députée de Lethbridge. De notre côté, nous n'allons pas tirer de leçons d'eux. Nous allons défendre le choix, la liberté de choix des Canadiens, choisir un véhicule qui convient à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Voilà ce que nous défendons de notre côté. Je ne pouvais pas entendre la députée. Si la députée peut revenir en arrière, elle peut recommencer sa question. Vous pourriez recommencer votre question, s'il vous plaît? Peu importe où vous voulez. Recommencez. I couldn't hear. I'm sorry. J'entendais rien. You gotta bring the House under control. Vous devez ramener l'ordre. The honourable member has the floor. Would you... La députée a la parole. Veut-elle poser une question? Les libéraux ne croient pas en la liberté de choix en ce qui concerne le véhicule qu'ils veulent conduire. Il y a une obligation qui sera en place pour que les Canadiens achètent des voitures électriques, mais ça ne correspond pas aux besoins des familles. Surtout en ce moment, les familles ont du mal à subvenir à leurs besoins, ne peuvent pas se permettre le 20 000 de plus pour acheter une voiture. Ce gouvernement a une option. Le gouvernement peut voter avec les conservateurs pour retirer le moratoire sur les véhicules à essence. La ministre de l'Environnement. Ce que je vais faire, Monsieur le Président, c'est de défendre les travailleurs de l'automobile partout au pays. Je vais défendre un bon secteur de l'automobile. Je vais faire en sorte que nous sommes concurrentiels et que nous suivions la voie de l'avenir pour le monde. À l'échelle mondiale, les ventes de voitures électriques augmentent. Alors, si la députée veut s'assurer que nous défendions les travailleurs de l'auto, j'espère qu'elle sera de notre côté pour protéger l'industrie. L'honorable député de Lethbridge. Eh bien, s'ils veulent défendre les travailleurs de l'auto, si le gouvernement libéral veut vraiment défendre les travailleurs de l'auto, eh bien, il devrait arrêter de faire en sorte que les véhicules fabriqués soient illégaux. Chez moi, à Lethbridge,
Un agriculteur ne peut pas conduire un véhicule électrique pour ramasser des semences, pour procéder aux récoltes. Les familles dans ma collectivité ont besoin de pouvoir choisir le véhicule qu'ils veulent, dont ils ont besoin. Vont-ils retirer leur moratoire sur les voitures à essence? L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, peut-être une petite précision sur la réglementation dont il parle, qui ne correspond pas à ce qu'ils décrivent. Il n'y aura pas de moratoire sur les voitures à essence. Alors, si on veut être clair, nous, ce qu'on fait, c'est s'assurer que les véhicules électriques soient disponibles pour les Canadiens. Des milliers de Canadiens ont eu accès au rabais pour obtenir un véhicule électrique et c'est parce qu'ils en voulaient, ces véhicules. Monsieur le Président, le Canadien ne réalise pas encore, mais très bientôt, à cause de ce gouvernement libéral, le coût des véhicules à essence va augmenter de 20 000 parce que les libéraux veulent imposer à tous l'achat de véhicules électriques. Bannir les véhicules à essence au Québec, Monsieur le Président, ça veut dire plus de motoneige, plus de VTT, plus de F-150, puis des véhicules qui vont coûter de plus en plus cher aux dépens des familles du Québec. Est-ce que le premier ministre libéral, dont le cortège brûle probablement plus d'essence que tous les VTT en Estrie, va laisser la liberté de choisir aux Canadiens et voter pour notre motion pour annuler l'interdiction des véhicules à essence? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, mon collègue devrait se réjouir que grâce à notre gouvernement, on a fait entrer le Québec dans l'industrie automobile, Monsieur le Président. On a vu des investissements records dans le secteur automobile. Je l'invite à Bécancour, Monsieur le Président. Il va voir ce que ça a l'air, l'industrie automobile. On est en train de bâtir l'industrie du futur au Québec, en Ontario, à travers le pays, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on s'est toujours battu pour les communautés, que ce soit à Brampton, que ce soit à Oshawa, que ce soit à Windsor. Monsieur le Président, ensemble, on va bâtir un Canada fort. L'honorable député de Mégantic-Lérable, Lotbinière. Dans un Canada, Monsieur le Président, il fait fret. On est dans un pays nordique. Au Québec, il fait fret. Les batteries des autos, selon le CAA, perdent 40 de leur durée de vie quand il fait froid. L'interdiction des véhicules à essence au Canada est irréaliste. Ça va coûter 38 000 jobs aux Canadiens. Ce gouvernement veut punir les Québécois qui choisiront un véhicule à essence en imposant une taxe de 20 000 20 000 Pourquoi les libéraux veulent punir les Québécois des régions? Vont-ils voter pour notre motion ce soir et annuler l'interdiction des véhicules à essence et laisser le libre choix aux Québécois de choisir l'électricité ou l'essence? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, peut-être on ne devrait pas être surpris que les conservateurs vont dire que ce n'est pas une industrie forte quand c'est une industrie tellement importante ici dans notre pays. Alors nous, on va toujours être avec les travailleurs qui sont avec l'industrie automobilière. Et au Québec, on devrait savoir que presque 25 des nouveaux véhicules qui sont vendus au Québec sont électriques. Honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre profite de l'attention détournée vers le G7 pour imposer son projet de loi C5 par bâillon, un coup de force contre le Québec et les peuples autochtones. Mais heureusement, certains veillent au grain. Hier, l'Assemblée des Premières Nations a menacé de recourir aux tribunaux si C5 est adopté sans consulter adéquatement les Autochtones. Hier aussi, un ex-ministre libéral a voté contre son caucus en disant que la démarche des libéraux gênerait même Stephen Harper. Est-ce que les libéraux vont prendre le temps de répondre aux questions sur C5 au lieu de l'enfoncer de force dans la gorge du Parlement? L'honorable ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique. Le gouvernement fédéral déterminera si un projet majeur est dans l'intérêt national après avoir consulté les provinces, les territoires et les peuples autochtones. Les projets sont sélectionnés et feront également un objet de consultation complète avec les peuples autochtones. Pour tous les projets, la couronne, incluant les provinces, les territoires, doit consulter les peuples autochtones. C'est ça que ce gouvernement va faire. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président,
le député de Beaches East York n'est sûrement pas le seul libéral qui est mal à l'aise avec C5. Il y a d'autres libéraux qui ne sont pas en politique pour imposer des pipelines au Québec sans son accord et sans évaluation environnementale crédible. Il y a d'autres libéraux qui ne sont pas en politique pour briser la réconciliation en imposant des projets énergétiques aux Autochtones. Il y a d'autres libéraux qui ne sont pas en politique pour copier les idées de Pierre Poilievre et les adopter sous bâillon grâce aux conservateurs. Est-ce que ces libéraux-là vont demander au premier ministre de laisser le Parlement travailler au lieu d'imposer C5? Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Le Parlement fait son travail, Monsieur le Président. Nous sommes un parti du gouvernement élu sur le slogan « C'est le temps de construire au Canada ». Nous faisons ça dans le respect. Nous accélérons, bien sûr, bien entendu, les projets d'envergure nationale, tout en respectant les champs de compétences, tout en respectant les droits des Autochtones. Mais nous le faisons, Monsieur le Président, parce que le Canada doit s'assumer en matière d'économie, de création d'opportunités, de création d'emplois. C'est le temps de construire, Monsieur le Président. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, le projet de loi C5 ne se contente pas de contourner les évaluations environnementales. Il permet aux pétrolières d'enfreindre 13 lois et 7 règlements concernant surtout l'environnement. Avec C5, plus besoin de respecter la loi sur la protection de l'environnement, sur les espèces en péril, sur les pêches, les règlements sur les mammifères marins, et j'en passe. Pire encore, l'article 21 précise qu'Ottawa peut suspendre n'importe quelle autre loi par décret, comme Donald Trump. Y a-t-il une seule loi que les libéraux sont pas prêts à bafouer pour plaire aux pétrolières? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, les Canadiens et les Québécois et Québécoises nous ont demandé à bâtir une économie forte. Ils ont demandé que nous bâtissons des projets d'intérêt national. Et ça, c'est exactement qu'est-ce qu'on va faire. Mais on va le faire en protégeant l'environnement à chaque fois. Et j'espère que le Bloc va considérer à nous donner l'appui pour ce projet de loi. L'honorable député d'Oxford. Monsieur le Président, à Oxford, on compte des milliers de travailleurs acharnés dans le secteur de l'auto et des emplois indirects qui vont rouler l'économie. Un nouveau rapport dit que les droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis dans le secteur de l'auto pourraient éliminer autant que 50 000 emplois. Les familles sont nerveuses, elles ont peur, les mises à pied ont déjà commencé. Le premier ministre prétend avoir un plan, mais il n'y a toujours pas d'entente et les gens souffrent. Le premier ministre parle beaucoup, mais il agit peu. Les libéraux peuvent-ils nous dire combien d'emplois dans le secteur automobile seront perdus parce qu'ils n'ont pas réussi à conclure une entente? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est le devoir de tous les députés en cette Chambre de se battre pour le secteur économique et automobile, dis-je. Ce sont les meilleurs travailleurs au monde et nous travaillons à leur côté à toutes les occasions. Nous sommes confrontés à une guerre commerciale avec notre voisin le plus proche, mais une chose est sûre, nous allons nous battre pour les travailleurs, pour le Canada. Nous sommes le Grand Nord, libre, et nous allons nous battre pour les travailleurs de l'automobile. L'honorable député de Niagara Falls. En mai, GM a annoncé un investissement record de 888 millions de dollars à une usine de moteurs V8. Mais ce sont des investissements à Tonawanda, à New York, à quelques kilomètres de notre usine à St. Catharines. Les travailleurs dans ma collectivité s'inquiètent de leur avenir et les tarifs injustifiés imposés sur le secteur automobile du Canada pourraient éliminer 50 000 emplois. Le gouvernement va-t-il admettre que son échec à conclure une entente pourrait coûter de nombreux emplois? L'honorable secrétaire parlementaire. Nous vivons une guerre commerciale. On nous a imposé des droits de douane injustifiés et on se bat à chaque jour contre cela. C'est ce que le premier ministre fait à Kananaskis notamment. Battons-nous ensemble pour être solidaires, pour qu'on se batte pour les travailleurs. Et j'invite le député de l'autre côté de se joindre à nous dans cette lutte. Le député de Windsor-Tecumseh Lakeshore. Monsieur le Président, un nouveau rapport dit que les droits de douane des États-Unis imposés au secteur
sur le secteur automobile pour éliminer autant que 50 000 emplois. Le premier ministre a dit qu'il allait défendre le secteur, mais il ne fait rien. Il a dit qu'il avait un plan, mais il n'agit pas. Et là, n'ayant pas d'entente, il pourrait y avoir des pertes d'emplois. Nous avons besoin d'une solution pour les Canadiens. Le gouvernement libéral peut-il nous dire combien d'emplois seront perdus dans le secteur automobile parce qu'ils n'ont pas réussi à conclure une entente? Minister of Transport. L'honorable ministre des Transports et du Commerce national. Notre gouvernement va toujours défendre le secteur automobile. Nous allons toujours défendre les travailleurs de l'automobile. C'est pourquoi nous avons été élus pour défendre le Canada, pour se battre pour le Canada. Et c'est ce que fait le premier ministre cette semaine à Kananaskis. J'espère que tous et toutes reconnaîtront qu'il est important d'avoir une bonne entente pour le Canada. Le député de Windsor-West. Monsieur le Président, à Windsor, on fabrique des voitures. C'est ce qui permet aux familles de subvenir à leurs besoins et de payer l'hypothèque. Mais maintenant, 50 000 emplois sont à risque, sont en péril parce que le premier ministre n'a pas pu avoir d'entente. Il nous a promis de se battre, mais il cède. Dans ma circonscription, les travailleurs méritent des réponses. Si Buzz était ici aujourd'hui, il poserait la question combien d'emplois seront perdus parce que le gouvernement n'a pas défendu Windsor et le secteur de l'automobile. L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, pour les travailleurs de l'auto, eh bien, c'est une époque difficile et terrifiante, tout comme pour les Canadiens d'ailleurs. C'est pourquoi il est important que les Canadiens nous entendent dire que notre gouvernement a été élu pour se battre pour le Canada. Et c'est ce que nous allons faire, Monsieur le Président, et c'est ce que nous faisons. Les Canadiens sont intelligents. On ne peut pas obtenir une bonne entente en négociant en public. Le député de North Island Powell River. Monsieur le Président, après 10 ans sous le gouvernement libéral, les Canadiens sont confrontés à une crise du coût de la vie. Et maintenant, le gouvernement propose de bannir tous les véhicules à essence. Dans 10 ans, une politique qui risque d'éliminer 38 000 emplois et qui pourrait faire augmenter le prix des véhicules d'autant que 20 000 $. Les conservateurs croient que les gens devraient pouvoir choisir le bon véhicule pour eux ou à un prix qu'ils peuvent se payer. Pourquoi le gouvernement n'est-il pas d'accord avec ça? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, c'est choquant. À un moment où le secteur automobile est sous pression à cause des droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis, c'est choquant d'entendre les conservateurs dénigrer notre industrie. Nous allons défendre les travailleurs de l'automobile et le secteur. Nous allons nous assurer que les Canadiens aient accès à une plus grande gamme de véhicules et qu'ils aient accès à des véhicules carboneutres. L'honorable député de Brandon-Souris. Le gouvernement libéral interdit les voitures à essence et force les Canadiens à acheter une voiture électrique, ce qui ajoutera 20 000 $ au prix moyen d'un véhicule qui coûte en moyenne 66 000 $. Ceci fera grimper les prix pour les Canadiens et en plus, il y aura des pertes d'emplois dans le secteur de l'énergie au Manitoba. Les Canadiens ne veulent pas être obligés de conduire une voiture électrique. Les libéraux vont-ils admettre leur erreur? Vont-ils voter pour la motion conservatrice qui leur demande de révoquer cette interdiction sur les véhicules électriques? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous sommes prêts à admettre que nous avons fait des investissements dignes d'une génération ici au pays. Des entreprises comme Honda et d'autres ont choisi le Canada. Stellantis a choisi le Canada pour investir. Pourquoi? Parce que nous avons ici les meilleurs travailleurs dans le monde, parce que nous avons une industrie en croissance, parce qu'ils savent qu'au Canada, on a un pays d'avenir. Ils devraient se rallier à nous, encourager nos travailleurs et l'industrie. Le député de Montmorency-Charlevoix.
Monsieur le Président, chez nous, dans Montmorency-Charlevoix, on a besoin de nos véhicules. On en a besoin pour amener nos enfants à l'école, pour les amener dans les différents sports, pour aller travailler sur nos fermes ou même pour explorer notre vaste territoire ou utiliser nos VTT, nos motoneiges. L'essence n'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen qui est efficace et qui fonctionne partout. Le gouvernement libéral restreint constamment les familles au lieu de se prendre en main, de développer nos propres ressources, de faire croître notre économie et du même coup, de protéger l'environnement partout sur la planète. Le premier ministre va-t-il abolir sa loi anti-vente de véhicules à essence et laisser le libre choix aux Canadiens? Honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, alors pour commencer, nous ne bannissons pas les skidoo et tout ça. Alors il faut vraiment que quand on parle ici, on donne les faits. Mais de l'autre part, au Québec, il y en a des règlements déjà par le gouvernement provincial du Québec pour s'assurer que les Québécois et les Québécoises ont accès à des véhicules à zéro émission. Alors, s'il veut nous en parler, il devrait regarder les règlements dans sa province. Et pas seulement ça, les Québécois en achètent. 25 des Québécois ont acheté, les nouveaux véhicules ont été achetés à 25 L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Monsieur le Président, le premier ministre a déclaré que jamais il imposerait des projets énergétiques au Québec ou à une province sans son accord. Malheureusement, c'est le contraire qui est écrit dans C5. C5 permet à Ottawa de décider toute seule, par décret, puis de tenir après ça des consultations bidons une fois que le projet de loi est approuvé. Le Bloc québécois s'est dit que c'était sûrement une erreur. Parce que, dans le fond, le premier ministre, c'est pas ça qu'il a dit. Fait qu'on propose un amendement conforme à ce que le premier ministre a dit. Ça l'obligerait d'avoir l'approbation du Québec et des provinces avant d'aller de l'avant. Est-ce que le premier ministre va l'appuyer? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le projet de loi en question respecte les champs de compétences des provinces, respecte les droits des Autochtones, tient à respecter les processus réglementaires qui sont en place, mais tient à les accélérer, à aller de l'avant vers des projets d'envergure nationale qui vont créer des opportunités, créer des emplois, créer des infrastructures partout au pays. Si vous ne me croyez pas, Monsieur le Président, allez demander à François Legault, au gouvernement du Québec, qui appuie le projet de loi. L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. C5 permet à Ottawa d'imposer des pipelines au Québec, aux provinces et aux Autochtones sans leur accord. C5 permet d'enfreindre 13 lois et d'en rajouter d'autres par décret. C5 instaure des critères pour les projets d'intérêt national qui peuvent aussi être contournés. Dans le fond, c'est pas des blagues, là. C5 permet même au ministre de contourner C5. Voilà pourquoi le Bloc québécois propose des amendements. Sans nos amendements, C5, c'est rien d'autre qu'un permis de passer sur le corps du Québec. Est-ce que les libéraux vont appuyer ça? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, non seulement que le gouvernement appuie le projet de loi, mais les Québécois ont appuyé le projet de loi. On vient d'avoir une élection, Monsieur le Président, où 44 députés libéraux ont été élus à travers le Québec. Pourquoi? Parce que les Québécois le savent. Les Québécois voient grand. Les Québécois savent qu'on doit passer à l'édification de grands projets, à de création de belles opportunités pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça nous permet de rêver, ça nous permet de construire. Passons à la construction du Québec, Monsieur le Président. L'honorable député de Calgary-Mandapore. Après avoir dit aux Canadiens de vivre dans des conteneurs, est-ce que le ministre du Logement va rentrer chez eux dans son penthouse à 2 millions de dollars ou à sa propriété à Tofino, par exemple? Ce ministre dit aux Canadiens qui sont coincés dans le sous-sol de leurs parents que le prix des maisons n'ont pas besoin de baisser. Comprend-il que c'est très arrogant de la part de quelqu'un qui a un penthouse à Vancouver? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je ne comprends pas ce que cherchent les collègues de l'autre côté en posant ces questions. Bien sûr, le ministre s'est conformé
à l'éthique et il va répondre à toutes les exigences. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Monsieur le Président, j'encouragerais le ministre de descendre de son penthouse et de répondre lui-même aux questions. Il a un portefeuille immobilier qui équivaut à 10 millions de dollars, notamment un penthouse à Vancouver et d'autres propriétés. Alors, pas surprenant que, comme ministre du Logement, il ne veut pas que les prix des logements baissent. Pourquoi est-ce qu'il donne présence à son portefeuille plutôt qu'à son portefeuille de ministre en laissant les jeunes coincés dans le sous-sol de leurs parents? Le leader du gouvernement à la Chambre. Bon, toutes ces insinuations provenant de l'autre côté de la Chambre, c'est épouvantable. Bien sûr, le ministre s'est conformé à toutes les mesures de divulgation et il va continuer de répondre aux exigences du code d'éthique le plus strict au monde et, en même temps, il contribuera à créer des milliers de logements pour les jeunes. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Monsieur le Président, bon, je souhaite être généreux et offrir au ministre encore une occasion de répondre. Le problème, c'est que le ministre qui doit résoudre la crise du logement, lui, a des intérêts qui font en sorte que c'est en sa faveur que les prix de logement soient maintenus à la hausse. C'est un problème. Alors, comment pense-t-on qu'il va résoudre la crise alors que cette crise continue de l'enrichir? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Bon, je prends encore cette occasion pour dénoncer ces arguments juvéniles qui remet en question la réputation de gens qui ont une charge publique. Ce ministre a un mandat très considérable. Il va créer des milliers de logements pour les Canadiens. Il continuera ce travail et bien sûr, il va se conformer à toutes les règles. L'honorable député de Bellechasse, les Etchemins, Lévis. À l'approche du 1er juillet, l'anxiété grimpe pour des Québécois qui n'ont toujours pas trouvé de logement. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop dispendieux, Monsieur le Président. Pendant ce temps-là, le ministre du Logement affirme que les prix n'ont pas besoin de baisser. C'est sûr, Monsieur le Président. Il est un riche propriétaire immobilier. Il est peut-être là son intérêt, garder les coûts des logements élevés. Mais comme il refuse de répondre à la question, il crée de la méfiance, Monsieur le Président. Pourquoi le premier ministre laisse-t-il un millionnaire immobilier décider de l'avenir des locataires québécois qui, eux, en arrachent? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, la députée en face a été ministre dans un gouvernement. Elle sait mieux. Ça me surprend honnêtement de telles bassesses dans cette Chambre qui impugnent des motivations à des ministres qui travaillent très fort pour créer des opportunités de logement et autres pour les Québécois. On travaille sans relâche. Ce ministre travaille sans relâche avec le Québec, créer des opportunités. Il va être conforme avec tous les règlements. Cette députée, c'est mieux. L'honorable député de Bellechasse, les Etchemins, Lévis. Je vais vous le dire, moi, c'est quoi qui est scandaleux ici, Monsieur le Président? C'est qu'un ministre qui laisse des Québécois, des jeunes Québécois, retourner dans le sous-sol de leurs parents parce qu'ils n'ont pas une scène pour payer leur logement. C'est ça qui est scandaleux, Monsieur le Président. Levez-vous, monsieur, et dites comment vous allez régler la crise du logement. Pas millionnaire, en député. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, on approche la fin de cette session. Elle a été intense. Je sais qu'on a eu une élection. Mais honnêtement, ça déshonore la députée de parler ainsi d'une personne qui s'est présentée dans la vie publique pour faire du bien à sa communauté, pour faire du bien à son pays. Il travaille main dans la main avec le gouvernement du Québec pour créer des programmes et des opportunités de logement pour des jeunes Québécois. Il va continuer de le faire tout en étant conforme avec les codes d'éthique. Cette députée sait mieux et honnêtement, ça la déshonore. La députée de Brampton Sud. Monsieur le Président, la sécurité est une priorité essentielle dans ma communauté de Brampton Sud. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
peut-il informer ma communauté et tout le reste du Canada de tout ce que le gouvernement prévoit faire pour renforcer le code criminel et protéger les Canadiens partout au pays? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question et pour son travail pour faire avancer ce dossier. Nous avons été élus en fonction d'un mandat qui visait à donner aux forces de l'ordre les outils dont elles avaient besoin pour assurer la sécurité. Nous nous sommes engagés aussi à renforcer le code criminel, notamment pour les entrées par effraction, le trafic de drogue, le vol d'auto et tous les crimes violents. J'ai hâte de travailler avec ma collègue de Brampton Sud et tous mes collègues de partout au pays pour assurer la sécurité des Canadiens. L'honorable député de Mission Matsqui, Abbotsford. Monsieur le Président, les cas d'extorsion ont augmenté de 357 %. Prenez l'exemple des Lehman à Mission. L'année dernière, ils ont perdu 300 000 $ à cause de ce crime haineux. Leur vie a été complètement bouleversée, mais le criminel n'a pas purgé un seul jour en prison. Il a été assigné à résidence et ensuite a été libéré sous caution. Les libéraux ont rejeté notre projet de loi C-381 qui aurait restauré les peines minimales obligatoires. Pourquoi les libéraux ne se rangent-ils pas du côté des Canadiens et des conservateurs? Le ministre. Monsieur le Président, lorsque des criminels dangereux commettent des crimes dangereux, il faut qu'ils fassent face à la loi. L'extorsion est illégale. Ses auteurs doivent être arrêtés et punis en fonction de ce que prévoit le Code criminel. Pour ce qui est des peines minimales, la récidive armée prévoit une peine minimale de 7 ans et maximale de prison à vie. Le Code criminel est un document sérieux qui prend très au sérieux les criminels et la criminalité. J'espère que les conservateurs ont voté avec nous pour donner aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin. Le député de Mission Matsqui, Abbotsford. Monsieur le Président, l'extorsion est bien évidemment illégale, mais c'est ce ministre et le gouvernement libéral qui ont éliminé les peines minimales obligatoires pour ces criminels. Les Lehman ne reverront jamais leur argent et c'est triste. Et non seulement ont-ils été traumatisés par ce crime d'extorsion, mais ils doivent maintenant payer des impôts sur l'argent qui leur a été volé. Alors, quand les libéraux vont-ils prendre les choses au sérieux et modifier les lois pour protéger les Canadiens? Quand vont-ils accorder la priorité aux gens comme les Lehman et pas aux criminels? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, écoutez, qu'un député laisse entendre qu'un parti ou un autre accorde la priorité aux criminels plutôt qu'aux victimes, c'est indécent. Nous allons prendre au sérieux le crime d'extorsion pour nous assurer que les criminels fassent face à toutes les peines que prévoit la loi. Il faut aussi investir dans nos agents des premières lignes qui assurent la sécurité de nos communautés pour prévenir la criminalité. J'espère que nous pourrons, pour une fois, bénéficier de l'appui du Parti conservateur pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Le député d'Edmonton Sud-Est. Monsieur le Président, les incidents d'extorsion sont en hausse et le gouvernement libéral ne prend pas la chose au sérieux. On envoie des bombes incendiaires sur des magasins. L'extorsion a augmenté de 357 %. Les libéraux ont rejeté le projet de loi C-380 des conservateurs qui aurait restauré les peines minimales obligatoires pour l'extorsion. Mais les libéraux ont abrogé ce projet de loi avec C5. Les libéraux vont-ils enfin appuyer notre plan qui vise à sévir contre les auteurs d'extorsion violents? La ministre. Monsieur le Président, nous allons demander des comptes aux auteurs d'extorsion. Hier, j'ai fait une annonce avec la police de Peel. 8 auteurs d'extorsion ont été arrêtés. C'est toute une réalisation. Nous frappons là où c'est important. Les criminels feront l'objet d'enquêtes, d'accusations et d'une peine. Monsieur le Président, l'extorsion, les auteurs d'extorsion sont passibles d'une peine d'emprisonnement à vie. La peine minimale, lorsque ce crime est commis à l'aide d'une arme, est de 5 ans. Le député de Fundy Royal. Monsieur le Président,
Ce que le ministre oublie de dire, c'est que grâce à 10 ans d'inaction des libéraux en matière de criminalité, la moitié de ces criminels, de ces 18 criminels, étaient en liberté lorsqu'ils ont été arrêtés. Grâce au bon travail de la police régionale de Peel, la moitié ont été accusés de crimes violents comme l'extorsion ou la fraude. Mais la moitié de ces personnes sont déjà dans nos rues, ont été libérées. Avant, au Canada, quand on était accusé d'extorsion, de fraude, de fusillade ou d'incendie criminel, eh bien, avant, on allait en prison, mais grâce au projet de loi C5, laxiste des libéraux et à le secrétaire d'État de la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, je suis d'accord avec le député. Hier, c'était une grande journée. Le projet Outsource a mené à une grande victoire pour la police de la région de Peel. Je remercie les agents de la police régionale de Peel, de Alton York, la GRC, tous ceux qui ont participé à cette enquête et à cette mission. Pour ce qui est des libérations conditionnelles, la loi dit que les personnes qui posent un risque pour la sécurité publique ne devraient pas avoir le droit d'être libérées sous caution. La province qui administre la justice doit s'assurer que le processus est fonctionnel. Monsieur le Président, le Canada fait face à une vague d'extorsion dans les restaurants et les bars. La région de Montréal et de Laval ne fait pas exception à la règle. Dans la dernière année, des dizaines de méfaits ont eu lieu. Des restaurants et des bars ont été incendiés ou visés par des coups de feu. Depuis 10 ans, le système judiciaire s'est effondré. Les chefs de gang passent leur ordre à leurs membres à partir de téléphones cellulaires illégaux en prison, qui, eux, commettent leurs crimes sans avoir peur aux conséquences. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique peut demander à son collègue de la Justice de changer les lois afin de ramener l'ordre au Canada? Bravo! Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, mon honorable collègue parle d'extorsion avec une arme à feu. Lorsque des récidivistes font face à 7 ans minimum et à la vie, l'emprisonnement à vie, eh bien, on voit qu'il faut réformer le code criminel pour punir les criminels, mais aussi investir dans nos forces de l'ordre qui assurent la sécurité de nos communautés. Pendant la campagne, les Canadiens ont élu un nouveau gouvernement libéral pour faire ces investissements. J'espère que les députés conservateurs vont se joindre à nous et appuieront nos mesures. Le député de Brantford-Brent, Sud Six Nations. Monsieur le Président, un site d'injection soi-disant sécuritaire soutenu par le gouvernement libéral a été le théâtre d'une fusillade en plein jour. Une mère qui passait par là a été tuée, mais l'employé du site qui a aidé le tireur à s'échapper, et c'est choquant, ne va pas purger un seul jour derrière les barreaux. Il ne s'agissait pas ici de réduire les risques ou les méfaits, mais plutôt c'était une situation de chaos, de violence et de mort en plein milieu d'un quartier résidentiel. Les libéraux vont-ils enfin assumer la responsabilité de ces sites qui, soi-disant, sont sûrs, mais qui mettent en danger la vie des Canadiens? Le ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. La crise de la drogue en Amérique du Nord a frappé bien des communautés. Il n'y a pas une communauté qui n'a pas connu ce genre de défi. Pour ce qui est de la question soulevée par mon collègue, ça relève d'un organe indépendant et je ne peux pas me parler de cela. Le député, après une décennie de libéraux, le nombre de crimes violents a explosé. Une mère est morte et la soi-disant travailleuse sociale qui a aidé le meurtrier présumé, eh bien, purge sa peine chez elle. Elle peut aller au gym. Quel genre de système de justice? Est-ce que c'est un qui protège les victimes ou un qui récompense les criminels? Et pour corriger ce qu'a dit le ministre, il n'y a pas de peine minimale obligatoire pour l'extorsion parce qu'elle et son gouvernement ont voté contre le projet de loi. Les libéraux vont-ils assumer leurs responsabilités pour cet agenda laxiste en matière de criminalité? La ministre. Monsieur le Président, le nouveau gouvernement a reçu un mandat clair de la part des Canadiens d'assurer la sécurité de nos communautés. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous nous sommes engagés à embaucher 1000 nouveaux agents de la SFC, 1000 nouveaux agents de la GRC pour assurer la sécurité à nos frontières et dans nos rues. Ce sera plus difficile pour les récidivistes violents d'obtenir la libération conditionnelle. Nous allons aussi imposer des peines
plus lourdes. Le gouvernement agit rapidement. Nous avons proposé C2 immédiatement, justement pour donner aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour rattraper les criminels. Le député de Vaughan Woodbridge, Monsieur le Président, l'extorsion est en hausse de 357 % partout au Canada. En Grand Toronto, 18 suspects ont été arrêtés dans une rafle. Des armes à feu, des munitions et 4,2 millions de dollars ont été saisis. La moitié de ces suspects ont déjà été libérés sous caution. La semaine dernière, le chef de Peel a demandé à ce qu'on modifie la loi sur les libérations conditionnelles. Il faut réintroduire les peines minimales obligatoires. Le Premier ministre va-t-il arrêter de se ranger du côté des criminels? Va-t-il appuyer notre plan qui vise à garder ces criminels violents derrière les barreaux? La secrétaire d'État pour lutter contre la criminalité. Monsieur le Président, une fois de plus, hier était une bonne journée. Le projet House Force s'est soldé par une grande réussite. Notre gouvernement s'est engagé à proposer de nouvelles lois qui vont endurcir les règles pour la libération conditionnelle. Il faut que la peine soit à la hauteur du crime. Nous travaillons fort pour que nos forces de l'ordre aient les outils nécessaires pour enquêter, pour poursuivre, pour attraper les criminels et les mettre derrière les barreaux. Le député de York Centre. Monsieur le Président, après 10 ans de gouvernement libéral, la criminalité à Toronto est hors de contrôle. Hier soir à North York, ce qui a commencé par un vol de voiture à main armée au centre commercial Shops de Don Mills s'est transformé en une course-poursuite policière et un homme a sauté de l'autoroute Gardiner. Ce gouvernement a transformé les rues de Toronto en Grand Theft Auto. Le projet de loi des libéraux, le C5 et le C75 permettent aux criminels d'être libérés sous caution. Quand les libéraux vont-ils abroger leur régime laxiste et quand vont-ils commencer à protéger les Canadiens contre les criminels violents? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé à travailler en collaboration avec les provinces pour veiller à ce que le système de libération soit fonctionnel. La libération sous caution est administrée par les provinces. C'est par des juges provinciaux, des tribunaux provinciaux et des avocats provinciaux. Eux aussi devraient avoir les ressources et les outils nécessaires pour faire leur travail et devraient avoir l'espace nécessaire pour demander des comptes à ces criminels. Merci, Monsieur le Président. L'une des raisons principales pour lesquelles je me suis lancé en politique, c'est que j'aime aller à la rencontre des gens, peu importe d'où ils viennent ou leur histoire. La grande diversité au Québec et chez nous dans Mont-Saint-Bruno-L'Acadie me rappelle chaque jour que ce sont nos différences qui rendent le Canada plus fort. J'ai hâte de participer à la vie de ma communauté cet été. Est-ce que le ministre de l'Identité et de la Culture canadienne et le ministre responsable de langues officielles peut nous dire quels grands événements nationaux auront lieu cet été et comment ces événements vont réunir les Canadiens? Merci. Honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie pour son engagement envers sa communauté. Grâce au programme Le Canada en fête, notre gouvernement soutient plus de 1500 événements partout au pays pour souligner, entre autres, la Journée nationale des peuples autochtones, la Saint-Jean-Baptiste, la Journée canadienne du multiculturalisme, la Fête du Canada, ainsi que la Fête nationale de l'Acadie. Des concerts, des festivals culturels, des rassemblements communautaires, autant d'occasions de célébrer notre diversité et de renforcer notre tissu social qui nous unit d'un océan à l'autre. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Middlesex. Monsieur le Président, un nouveau rapport est venu confirmer ce que les Canadiens savaient déjà. La crise du logement causée par les libéraux ne fait pas qu'empêcher des générations d'accéder à la propriété. Ça nuit à notre économie. Les gens de métier construisent des maisons qu'ils ne peuvent même pas se permettre d'acheter. Maintenant, les libéraux ont fait chuter le nombre de mises en chantier, notamment de 72 % à London. Après une décennie au pouvoir, comment ce gouvernement peut-il défendre avoir fait doubler les coûts du logement, mais avoir fait sombrer notre économie? Le ministre, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens ont élu ce nouveau gouvernement pour doubler le nombre de mises en chantier et de construction. Il faut que les logements soient plus abordables partout au pays. C'est ce que nous allons livrer. Nous voulons offrir des allègements de TPS et d'allègements d'impôts sur le revenu
pour rendre la vie plus abordable. Nous voulons rendre la vie plus abordable dans le secteur du logement et ailleurs. Et on espère que les conservateurs vont nous appuyer. L'honorable député de Middlesex London. Mais les Canadiens ne peuvent pas vivre avec ces belles paroles. Ils ont besoin de vrais logements. 74 millions de dollars ont été accordés à la ville de London par l'intermédiaire du Fonds d'accélération du logement, mais les mises en chantier ont chuté de 72 %. Le gouvernement ne gère pas tous ces chantiers. C'est un véritable fiasco. Quand vont-ils arrêter d'utiliser l'argent des contribuables pour maquiller leurs échecs avec ces belles photos prises sur les mises en chantier? Merci, Monsieur le Président. La bonne nouvelle, c'est que les mises en chantier sont en hausse cette année. En Ontario, nous travaillons avec nos partenaires pour renverser la tendance, mais partout au Canada, nous construisons et nous allons construire encore plus. Le député de Richmond Centre, Marpole. Monsieur le Président, les libéraux, un rapport vient de confirmer que le nombre de mises en chantier à Vancouver a baissé de 10,4 %, même si la ville a reçu 115 millions de dollars du Fonds d'accélération pour le logement. À Richmond, les projets de construction sont à l'arrêt et quand ce gouvernement libéral va-t-il admettre que son plan en matière de logement est un véritable échec et que c'est les Canadiens qui font les frais de son incompétence? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens ont fait un choix délibéré. Ils ont élu un gouvernement qui a accordé la priorité au logement et c'est ce que nous allons faire. Le fonds d'accélération a été bien doté et a été appuyé par plus de 200 collectivités au Canada. Si les députés d'en face ne croient pas en ce programme, qu'ils parlent aux maires et aux conseillers municipaux de leur circonscription plutôt que de les critiquer tout le temps. Nous allons travailler avec toutes ces communautés pour bâtir plus de logements. Le député de Burnaby Central. Monsieur le Président, les dirigeants du monde entier se rencontrent au G7 en Alberta pour relever les défis qui sont parmi les plus complexes. Le Premier ministre a rencontré le président Zelensky aujourd'hui. Le ministre de la Défense nationale peut-il nous dire quelles discussions nous avons eues au G7 aujourd'hui? Le ministre de la Défense nationale, je remercie le député de Burnaby Centre pour sa question. Le Canada appuie l'Ukraine face à l'invasion illégale et injuste de la Russie. Au sommet du G7, le Premier ministre a annoncé 2 milliards de dollars en nouvelle aide militaire pour aider l'Ukraine à traverser cette période. Notamment, nous allons financer des drones, des munitions et des véhicules blindés. 2,3 millions de dollars ont été débloqués pour aider l'Ukraine à rebâtir son infrastructure. Il ne faut pas se leurrer, le Canada sera aux côtés de l'Ukraine jusqu'à sa victoire. Député de Hamilton Est, Stony Creek. Monsieur le Président, les données du mois de mai sur le logement viennent de tomber et elles sont catastrophiques. Le Fonds d'accélération pour le logement a été mis sur pied pour accélérer la construction de logements, mais ça a eu l'effet inverse. Par exemple, le Fonds d'accélération de logement a accordé 93,5 millions de dollars à la ville d'Hamilton, mais le nombre de mises en chantier a chuté de 50,7 %. Pourquoi ce soi-disant nouveau gouvernement libéral voudrait-il poursuivre ce programme qui a été un véritable échec? Le ministre du Logement. Monsieur le Président, comme le député l'a dit, il y a certains défis en Ontario et nous travaillons avec nos partenaires pour renverser la tendance. Mais partout ailleurs au Canada, le nombre de mises en chantier a augmenté cette année. Des mises en chantier qui atteignent des niveaux sans précédent. 280 000 nouvelles mises en chantier cette année. Ça, c'est la trajectoire. On prévoit 500 000 nouvelles unités. Nous allons travailler avec nos partenaires à l'échelle provinciale et locale pour y arriver. Honorable député d'Edmonton-Strathcona. Monsieur le Président, ça fait 4 ans qu'on nous promet de nouvelles réglementations sur le sélénium pour protéger l'eau et les poissons contre les effets dévastateurs de l'exploitation minière du charbon. Maintenant, les conservateurs et les libéraux se donnent la main. Ils vont adopter ces 5. Mais je me demande si le ministre va
imposer ces protections, maintenant qu'ils font fi des droits des travailleurs, des lois environnementales et des Autochtones. Mais ces réglementations sont plus importantes que jamais. Quand ces réglementations promises depuis si longtemps vont-elles être adoptées pour empêcher les sociétés qui extraient le charbon de détruire nos si chères montagnes rocheuses? Le ministre des Transports et du Commerce intérieur. Monsieur le Président, écoutez, je suis très heureuse qu'on me pose cette question parce que c'est tellement important pour nous de soutenir et de protéger nos montagnes rocheuses que nous aimons tant. Les habitants de l'Alberta s'entendent, il faut protéger cette ressource précieuse et protéger nos parcs nationaux précieux. Je rassure ma collègue en face, notre gouvernement va travailler en étroite collaboration avec elle et avec tous les députés pour veiller à ce qu'on y arrive. Les éleveurs y croient, les environnementalistes y croient, les randonneurs aussi, et notre gouvernement les appuie tous. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Le Canada a besoin de renforcer sa défense, mais 2 %, le niveau arbitraire établi par l'OTAN, cache un autre objectif, 0,7 % pour l'aide au développement. La pauvreté et les États déchus alimentent le terrorisme et la guerre. Le gouvernement va-t-il s'engager à accroître ses investissements pour la paix? Le secrétaire d'État pour le développement international. Monsieur le Président, notre nouveau gouvernement s'est engagé à honorer ses engagements en matière d'aide humanitaire et de développement international. Même si d'autres pays sabrent dans leur budget, notre gouvernement va continuer d'aider les gens dans le besoin, les gens déplacés et les gens qui ont besoin d'aide dans des périodes difficiles. Merci. Pour les citoyennes et citoyens de toutes les régions du pays, la Journée des Forces canadiennes est l'occasion de souligner les sacrifices que les militaires font en notre nom. It is my pleasure. Donc, j'attire votre attention des députés à la présence dans les galeries de 6 membres des Forces armées canadiennes qui participent à la Journée des Forces armées canadiennes aujourd'hui. Donc, le sergent au sein de l'aviation royale canadienne, Brittany Shulga. Le matelot-chef de la Marine royale canadienne, Tyler Drayson Ferrer. Le lieutenant-colonel de l'armée canadienne, Jeffrey Glenn Brownridge. Du vice-chef d'état-major de la Défense, sergent Guillaume Thibault. Chef du personnel militaire, sergent Jean-Charles Francoeur. Canadian Army Sergeant Krista. Le sergent de l'armée canadienne, Krista Rose Brake.